Petite YouTube. J'espère que vous allez bien en ce premier jour du mois de septembre, en ce début septembre. Dans le sud, il fait toujours aussi chaud, mais je crois que les températures cette semaine vont dégringoler. Bon, là j'avoue, c'est pas fait pour me déplaire, même si je suis une fan de l'été. Avec l'âge, mes goûts sont en train de changer. Pas de là à ce que j'aime l'hiver. Mais bon, je suis en train de changer d'avis. Je crois qu'il est donc aujourd'hui, on est dimanche 1er septembre et je crois qu'il est... Voilà, il est 21h42. Je commence cette vidéo. Je la tourne, je vais la monter direct après. Donc vous l'aurez dans la nuit. Parce qu'en fait, j'ai dormi, je crois. Bon, j'ai dormi cette nuit. Mais j'ai dormi, je crois, 2 ou 3 heures cet après-midi. Je sais pas ce que j'ai. Je suis extrêmement fatiguée. Extrêmement. J'ai pas de cernes, mais oui, je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être une idée, mais je ne bois certainement pas assez d'eau comme d'habitude. Et je pense que je suis anémiée. Je pense que je manque de fer. Donc voilà. Donc je pense que c'est pour ça que je suis très fatiguée. Parce que je suis quelqu'un qui ne mange pas vraiment de viande en fait. Oh, il fait super chaud. Du moins chez moi, déjà je déteste cuisiner, je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc ça m'intéresse pas de faire des recettes. Et j'ai la flemme. Et donc je mange très peu de choses qui apportent du fer finalement, même des protéines. Donc je suis vite carencée en tout. Bon, je mange mais très mal, très... Je pense que si je racontais mes... Ça va être longue cette vidéo. Je pense que si je racontais mes... comment on appelle ça? Pas un régime, mais mes habitudes alimentaires, vous vous demanderiez comment je fais pour vivre. Non, enfin voilà, bref. Je mange très mal, n'importe quoi, j'ai pas d'heure. Je mange que quand j'ai faim. Bon, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas pris de triggers. Bon. Ah, attendez. Non, je vais prendre ça. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais fatiguée aujourd'hui et j'ai préféré me reposer
reposer et faire quelques tâches ménagères que j'avais à faire. Et donc je n'ai pas tourné dans la journée, mais vu que j'ai un peu plus d'énergie ce soir, eh bien j'en profite pour tourner cette vidéo. Alors, comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé astronomie, spatiale, etc. Et bien aujourd'hui, j'avais fortement envie de vous faire une vidéo sur ce sujet-là, plus spatial je pense, quoique. J'ai regardé la série sur Netflix, enfin j'ai regardé 3 épisodes sur 5 donc de la série Compte à rebours Inspiration 4. Donc si vous savez pas de quoi je parle, c'est une série documentaire sur la mission Inspiration 4 qui en septembre 2021 a envoyé 4 civils en orbite dans une Crew Dragon, donc pendant 3 jours. À l'époque, je n'ai pas du tout suivi ce fait historique tout de même. Mais c'est du coup en voyant la série que j'en avais déjà entendu parler, mais je croyais que c'était toujours pas fait. Voilà. Et aussi pour vous dire que, alors, ça fait beaucoup de jours que c'est décalé. Mais mercredi à 9h38 du matin, heure française, il y a la mission Polaris Dawn qui va emmener 4 civils, sauf le commandant Jared Isaacman qui a volé déjà sur Inspiration 4 en septembre 2021. Donc là, ce sera son 2e vol et il a eu le titre d'astronaute du coup. Et avec lui part 3 autres personnes évidemment calées sur le sujet, qui ne sont pas astronautes, qui sont des civils, mais qui évidemment sont des pilotes, des très hauts gradés dans le game. Et donc si ça vous intéresse, mercredi 9h38, enfin il faudrait que je regarde parce que peut-être que ça a encore décalé, parce que là Falcon a des petits problèmes, rien de très grave, mais bon, ça a dû faire décaler la mission. Donc voilà, donc le 4 septembre 2024 à 9h38 heure française, il y a la mission Polaris Dawn avec donc 3 futurs astronautes et un astronaute, parce que dès lors, je ne sais pas si vous le savez, dès lors qu'on va dans l'espace, même avec par exemple les touristes qui partent, il y en a eu un il y a quelques jours d'ailleurs, les touristes qui partent avec la New Shepard de Blue Origin, qui a comme président Jeff Bezos, et bien même si donc les touristes partent dans l'espace, restent je crois 3-4 minutes, parce que je crois que le vol en tout dure entre le décollage et l'atterrissage, je crois que le vol dure une dizaine de minutes, donc il reste je crois qu'il passe
passe la ligne de Kármán, donc la ligne frontalière entre eux, où la Terre s'est mise d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que à 100 km d'altitude, au-dessus c'est l'espace, en dessous c'est la Terre, enfin c'est l'atmosphère. Et donc même ces touristes qui ont passé 3 minutes dans l'espace ont eu le titre d'astronaute. Après ça peut faire débat. Voilà. Et donc cette mission Polaris Dawn est prévue donc pour mercredi. Elle durera 5 jours. Donc la date d'atterrissage est prévue. S'ils partent le 4, vous aurez compris. Le 9 septembre, il reste 5 jours et ils seront en orbite terrestre basse. Et puis, chose importante qui n'a pas été fait sur Inspiration 4, il est possible, c'est pas il est possible, c'est que ce sera le cas. L'équipage effectuera une sortie extravéhiculaire de 2 heures sur une orbite avec un apogée de 700 km qui servira pour des expériences scientifiques et qui testera les communications laser Starlink dans l'espace. Voilà, je pensais pas vous apprendre, vous parler de ça, mais je trouve que c'est bien. C'est vrai que alors qu'il se passe plein de choses, par exemple la New Shepard qui a eu des problèmes il y a 2 ans, tout ce qui est envoyé, les satellites, tout ça, moi je regarde tout sur parce qu'il y a des chaînes YouTube qui diffusent en direct tous les langues, à part les Chinois, ils sont particuliers, mais tous les lancements de fusées sont diffusés sur internet, sur YouTube. Donc moi je les regarde tous, sauf si c'est à 3h du matin ou si c'est à 5h du matin. Là je regarde en replay. Puis j'ai mes comment on appelle ça, mes entreprises un petit peu favorites. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si vous voulez, de tout ça. Mais sachez que si vous voulez voir des lancements de fusées, c'est possible sur les chaînes YouTube. Alors il y a la NASA, SpaceX, ils sont sur Twitter, enfin sur X maintenant. Mais il y a des rediffusions, des covers de youtubeurs. Donc vous pouvez toujours trouver, en tapant le nom de la mission sur YouTube, vous pourrez toujours trouver une diffusion en direct. Il y aura toujours quelqu'un qui le couvrira. Et donc voilà, je regarde tous les lancements à part, vu que c'est un peu rengaine, Starlink, parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais bon, je prends quand même plaisir à aller voir ces lancements parce que j'adore ça. Et donc je pense que mercredi 9h38, je pense que les lives commenceront avant, évidemment. L'heure de décollage sera couvert par peut-être SpaceX ou d'autres, la NASA peut-être, ou NASA Space Flight sur YouTube. De toute manière, vous écrirez Polaris Dawn, vous allez très vite voir qui c'est qui va faire des lives. Ce sera très intéressant et moi j'adore les missions habitées. Je crois que ça reste mes préférés quand les astronautes, ceux à qui c'est leur métier, qui ont été formés pour ça. J'adore les voir rentrer dans la capsule. Alors maintenant évidemment il n'y a plus de Soyouz. Plus d'astronautes ne volent sur Soyouz parce que c'est russe et parce que vous aurez compris pourquoi. Mais et donc il ne reste plus que pour aller
sur l'ISS il ne reste plus que le Crew Dragon de SpaceX. Et donc voilà. Donc si vous voulez suivre ça, je peux vous tenir au courant si vous le souhaitez, si ça part mercredi. Bon, après il faut savoir que des fois ça peut changer. Là peut-être ça a déjà changé, j'ai pas regardé parce que je filme avec mon téléphone. Mais normalement non, vu que j'ai vu là sur Wikipédia, je pense que c'est à jour. Mais ça peut changer en 24 heures ou en 6 heures de temps ou même 2 heures avant. Ça peut être décalé. Donc voilà, restez à l'affût si ça vous intéresse. Je pourrais toujours vous avertir si la mission part. Donc je pourrais toujours vous dire si ça vous intéresse dans l'onglet communauté. Je pourrais toujours vous partager s'il y a des missions comme Polaris Down ou des crews qui partent, qui font des rotations dans l'ISS, etc. S'il y a des EVA, des sorties extravéhiculaires, etc. Si ça vous intéresse, je peux... oula. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre au fait de ce que je sais et de ce que il se passe dans l'espace. Ben voilà, en fait du coup ça m'a servi de transition, c'est bien. Donc oui, moi ce que j'adore c'est les vols habités. Enfin habités, oui, les vols habités. Ce qu'on appelle un vol habité, c'est que ce sont des gens qui partent dans l'espace, souvent, la plupart du temps, les 3/4 du temps, dans l'ISS. Il y a ceux qui reviennent, il y a des... et après, ce qui m'intéresse par-dessus tout, ce sont les sondes type sondes spatiales, type évidemment les sondes de télescope Hubble, James Webb. Bon, ça je pense qu'il n'y en aura plus avant longtemps des décollages de télescopes. Après il y a aussi les lanceurs qui m'intéressent. Ariane 6 évidemment, qui a effectué son premier vol test il y a quelques jours. Les sondes spatiales pour aller étudier, comme je vous en avais déjà parlé je crois, dans des vidéos, des sondes qui vont aller étudier Vénus, Mercure, les lunes de Jupiter, les astéroïdes, tout ça. Ça sont vraiment des missions qui me plaisent beaucoup. Et après j'aime bien aussi les missions où on envoie, ouais, ils envoient, hein, je travaille pas là-bas, ils envoient des satellites, qui aident la planète pour pour cartographier en fait la Terre, pour étudier et pour aider les habitants sur Terre à prévoir du coup des sondes, enfin des satellites de météo qui servent à étudier la roche, les nuages, le désert, l'Antarctique, voir comment on peut prédire et anticiper les tsunamis, les cyclones, aider pour les changements climatiques. Voilà, tout ce gros lot de satellites météo, mais au-delà de prévoir la météo, d'étudier tous les phénomènes sur Terre pour anticiper et prédire ce qui va se passer et que du coup les gens sur Terre peuvent agir mieux et en anticipant les catastrophes naturelles, ainsi que de mettre en place voilà, en s'aidant de ce que les satellites, vous avez compris hein, mais en s'aidant de ce que les satellites nous transmettent, nous ici sur Terre, pour qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre les glissements de plaques,
les tsunamis, les cyclones, etc. Voilà ce que je préfère dans le spatial. Mais ça restera évidemment en premier lieu tout ce qui sert à étudier le cosmos en général. C'est bien parce qu'avec moi je prends un trigger, je l'utilise 2 minutes et après je le pose et je m'en rends même pas compte. Voilà, c'est tout. Donc je vais évidemment vous lire quelques petits articles sur le sujet du spatial. Et non, je ne lis pas une IA. Et non, ça me dérange pas de lire des articles parce que je pense que tout le monde lit Internet. Si vous savez pas de quoi je parle, eh bien je vous invite à regarder les commentaires sous la vidéo. Je sais plus si c'est la précédente ou celle d'avant. En tout cas c'est très récent, donc c'est celle d'avant ou celle encore avant. Une ou 2 vidéos en avant. Voilà, apparemment ça me dérange de... Ça m'a tellement fait rigoler quand j'ai lu ce commentaire. Mais bref, du coup ça... Donc du coup non, chers spectateurs, ça me dérange pas de lire une IA parce que je ne lis pas une IA. Je lis des articles faits par des gens de chair et d'os qui se sont décarcassés pour écrire des articles et que je retransmets pour qu'ils aient aussi de la visibilité et informer la population. Bref, next, j'ai pas envie de m'attarder sur ce genre de commentaires nazes. Voilà, faut le dire, c'est nul. Mais bon, bref, si je passe par là, bah écoute. En fait, l'IA c'est moi. Voilà, il fallait que je vous le dise. J'ai hésité longtemps à vous le dire. Je suis une IA. Voilà. En fait, je ne suis pas une vraie personne. Je suis faite de pixels et d'artificiel. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, alors trêve de plaisanterie. Vous avez compris que c'est pas vrai. Donc, vu qu'on a parlé de spatial, je vais rester plutôt dans le spatial et pas trop l'astronomie. Alors, les astronautes peuvent-ils laver leur linge dans l'espace? Les astronautes en mission sont admirés par les adultes et les enfants. Mais comment est la vie, notamment l'hygiène, dans l'espace? Découvrez si les astronautes peuvent laver leur linge dans l'espace. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on réfléchit au quotidien des astronautes. Mais comment lavent-ils leur linge? Même si ces explorateurs de l'espace ont une vie incroyable, ils partagent certaines contraintes avec les milliards d'êtres humains sur Terre. Ils restent des mois en apesanteur, mais comment lavent-ils leur linge? La réponse risque de vous surprendre et nous la tenons de Jean-François Clairvoy, ingénieur français et spationaute à l'Agence spatiale européenne, qui, je le rappelle, a réparé Hubble. Donc, on parle pas de n'importe qui. Jean-François Clairvoy, lui-même, se noie. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire, c'est se soigner, pas se noyer. Se soigner, se nourrir, se laver, tout devient compliqué dans l'espace. La réponse pour le lavage du linge risque de vous décevoir, car l'ingéniosité humaine n'a pas encore trouvé de solution à cette problématique.
l'ISS doivent régulièrement changer leurs vêtements pour assurer un bon niveau d'hygiène à bord de la Station spatiale internationale. Lorsque le vêtement sent trop mauvais ou est trop sale, il est mis dans une poubelle qui est expulsée de l'ISS. La poubelle brûle au contact de l'atmosphère et disparaît. Les vêtements ne sont donc pas lavés, ils sont jetés. Alors il me semblait qu'il faisait ça quand il y avait les... mince. C'était quoi déjà le nom des cargos russes? Des Cygnus. Il me semblait que quand c'était des cargos dragons, ça revenait, ça brûlait pas. Évidemment, le cargo dragon, il revenait. Mais quand c'était des déchets sur les capsules cargo russes, que justement là c'était balancé pour être brûlé dans l'atmosphère. Bon, voilà, peut-être qu'on va nous le dire après d'ailleurs, je ne sais pas en fait. Mais il me semble que c'est ça. Quelle solution pour laver des vêtements qui flottent dans l'espace? Parce que du coup, je reviens, quand les cargos dragons reviennent avec les expériences scientifiques, les choses, les poubelles, les déchets, etc., les cargos dragons ne sont pas... ils sont toujours réutilisés, ils en ont pas 40 000 d'ailleurs. Ils sont toujours réutilisés, ils brûlent pas dans l'atmosphère. Donc je pense que c'était avec... les cargos russes. La plus grande problématique d'une machine à laver dans l'espace n'est pas le fait que les vêtements pourraient flotter. Les difficultés sont étroitement liées à la gestion de l'eau, ainsi qu'au poids et à l'encombrement d'une machine à laver. Le problème soulevé par les vêtements sales est un enjeu majeur, à la fois écologique et technologique. Rien que pour accueillir les astronautes dans l'ISS, près de 68 kg de vêtements sont nécessaires et finissent se brûler. Cette problématique doit être réglée pour l'ISS, mais également pour les missions futures, dont celles qui iront installer des bases sur Mars. Ok. L'objectif est donc de trouver une solution de nettoyage, et c'est à Procter & Gamble, multinationale américaine, que le défi a été lancé. Mais à ce jour, le partenariat avec Procter n'a pas encore porté ses fruits. L'hygiène dans l'espace, comment les astronautes se douchent-ils? Maintenant que nous avons étudié la question des vêtements et des sous-vêtements dans l'espace, dernier point concernant l'hygiène. Si les astronautes se lavent, ne pourraient-ils pas laver leurs vêtements pendant qu'ils se douchent? C'est toute la subtilité. Les astronautes se lavent à l'aide de lingettes. Ces produits spéciaux ont été envoyés 6 mois dans l'espace pour tester leur capacité à résister dans des conditions exceptionnelles. Impossible donc de laver ces vêtements car la douche est proscrite. Rationnement de l'eau oblige. Toujours sur le sujet donc des astronautes, le repas des astronautes ont mauvais goût dans l'espace. Une étude explique pourquoi. Les astronautes rechignent à manger toutes leurs portions alimentaires à cause de la faible appétence de la nourriture là-haut en orbite. Et ce ne serait pas
pas seulement lié à la nourriture déshydratée, mais à quelque chose dans leur perception qui rendrait les repas plus fades. Quel serait le repas idéal d'un astronaute si des scientifiques cherchent actuellement une manière de faire des frites dans l'espace pour gâter les explorateurs extraplanétaires? Il se peut qu'en réalité ces frites n'aient que peu de goût, car de nombreux astronautes rapportent que leur nourriture devient fade une fois qu'ils sont en orbite, dans la station spatiale internationale notamment. Et ce n'est pas parce que l'alimentation lyophilisée dont ils se nourrissent en partie n'est pas bonne, mais bien à cause d'un changement dans la perception du goût en dehors de l'atmosphère. Des chercheurs ont tenté de comprendre pourquoi et publient les résultats de leur expérience dans l'International Journal of Food Science and Technology. Pourquoi les arômes sont-ils différents dans l'espace? Selon plusieurs retours d'expérience d'astronautes, le plaisir de manger se perd dans l'espace. Certains ont même du mal à manger suffisamment pour répondre à leurs besoins énergétiques quotidiens. Mais tout cela peut bien venir. Les chercheurs ont d'abord regardé la piste de la gravité. En apesanteur, les fluides corporels ne sont pas attirés vers les pieds, mais plutôt vers la tête, ce qui donne une sensation de nez bouché. Or, lorsqu'on a un rhume, on perd aussi goût à ce que l'on mange, car on est privé d'odorat. Car il n'y a que la saveur des plats, c'est-à-dire le goût qui nous est transmis par les papilles gustatives, qui compte. Il y a aussi leurs arômes, qui eux sont issus de molécules volatiles et qui parviennent par la bouche jusqu'aux nerfs olfactifs, mais aussi les odeurs qui nous parviennent par le nez. Les autres sens jouent également pour beaucoup, et en particulier la vue, et non seulement l'aspect visuel du plat, mais aussi l'environnement dans lequel on va le déguster, qui va nous apporter plus ou moins de plaisir. Peut-être qu'un sandwich dévoré rapidement en travaillant ne procurera pas la même satisfaction que le même sandwich qui sera mangé lors d'un pique-nique au soleil face à la mer. C'est pour cela que ces chercheurs ont décidé de mener une expérience à l'aide de 54 participants qui étaient bien sur Terre, mais qui ont enfilé un casque de réalité virtuelle afin de recréer l'environnement de l'ISS. Et ce lieu aurait étonnamment changé leur perception de certains arômes. Par exemple, la vanille et l'amande ont été perçus plus intensément dans l'environnement du vaisseau spatial, particulièrement cloisonné, par rapport à l'environnement de contrôle, un laboratoire. Alors que pour le citron, les participants n'ont ressenti aucune différence. Selon le communiqué qui accompagne l'étude, cette perception accrue pourrait être due au benzaldéhyde, un composé sucré présent dans les deux arômes, que l'on associe souvent au parfum d'amande ou de cerise. Il est important que les astronautes qui pourront être envoyés pour de longues missions sur la Lune ou sur Mars dans le futur ne se lassent pas de leur assiette. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains essayent de faire pousser de la salade ou des pastèques sans lumière du soleil, dans des conditions proches de celles de l'espace. Mais cette étude pourrait avoir des implications plus larges que le seul souci de préparer des petits plats plus appétants pour ces voyageurs spatiaux. En effet, les personnes vivant actuellement confinées dans des établissements clos comme des EHPAD pourraient bénéficier d'amélioration des recettes, mais aussi les militaires, et notamment ceux qui effectuent de longues missions à bord des sous-marins. Ces recherches sur la perception du goût se poursuivent. Ah non, j'oublie un mot. Ces recherches sur la perception du goût se poursuivent
afin d'établir si l'évaluation des préférences aromatiques des astronautes et la création de régimes alimentaires personnalisés peut s'avérer efficace sur leur expérience gustative dans l'espace. Prochain article sur le caca des astronautes sur la Lune pose problème à la NASA. Et c'est un article du 28 juin 2024 par Shams Diemsani. Je tiens à préciser que c'est un article récent. Aller sur la Lune est une prouesse. Mais qui aurait pensé que le premier pas sur cet astre impliquerait aussi des problèmes d'excréments et d'urine? D'après les scientifiques de la NASA, la Lune regorge de matière fécale et ça, c'est problématique. Bon, elle n'a pas que ça, c'est pas en grande partie du caca qui est sur la Lune. Il y a beaucoup plus d'objets déposés. 1969, tout le monde a les yeux rivés sur le poste télé pour observer les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong. En revanche, ce que les téléspectateurs n'ont pas vu, ce sont les restes de ses excréments. En effet, le magazine américain Wired a consacré de longues pages aux méthodes utilisées pour prendre en charge les matières fécales sur la Lune. Et au fil de la lecture de cet article, on découvre aussi que les membres des missions du programme Apollo ont laissé sur le sol lunaire pas moins de 96 sacs de déjection. Pourtant, tous ces déchets ne sont pas si insignifiants et encore moins biodégradables. S'il doit y avoir des humains vivants en permanence sur la Lune, vous ne voulez pas que des sacs de caca traînent, s'est exclamée Melissa de Swart, professeure à l'université d'Adélaïde et experte en droit de l'espace auprès du média américain. La gestion des déchets sur la Lune a toujours été un défi de taille pour les membres de la NASA. Au début, les astronautes se contentaient de scotcher un sac sur leurs fesses, rapporte Wired. Cependant, cette méthode a amené plusieurs incidents comme celui des excréments flottants dans le module de commande d'Apollo 10. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Heureusement, les dispositifs ont évolué. Les voyageurs de l'ISS disposent désormais de toilettes équipées d'un tuyau et d'une tête aspirante qui permet d'éliminer les déjections. Malgré cette révolution, ces déchets ne sont pas entièrement éliminés et à ce jour, aucune méthode ne le permet. Les conceptions de gestion des déchets sont toujours à l'étude, mais l'objectif de la NASA est de minimiser tout impact potentiel sur la surface lunaire, a déclaré à Wired Michael Rapley, directeur adjoint du compartiment de l'équipage du Human Landing System au Johnson Space Center de la NASA. Ces matières fécales ne sont pourtant pas anodines. En effet, une étude de 2020 souligne le fait que ces microbes fécaux pourraient constituer une menace réelle pour l'environnement lunaire et pour les activités scientifiques menées sur le satellite naturel de la Terre. Mais les scientifiques sont également intrigués par l'hypothèse et d'éventuelles mutations génétiques subies par les microbes. Nous savons déjà que la vie en dehors des humains est robuste et peut survivre dans des environnements étranges. Mais si le microbiome humain peut survivre dans un environnement comme celui de la Lune, on tiendrait un indicateur encore plus fort de la ténacité de la vie. Il serait un peu plus facile de croire que la vie existe dans de nombreux endroits de la galaxie, du système solaire et de l'univers dans son ensemble, explique Marc Lupicella, responsable des explorations et des investigations au centre de vol spatial Goddard de la
propose même de récolter tous les cacas laissés sur la Lune depuis juillet 1969 afin de les analyser et d'étudier ces mutations. D'ici là, avant d'avoir la réponse, la NASA espère trouver une solution pour détruire complètement ces déchets avant le lancement d'Artemis 3 en 2026. 27, 28, 29, 20, 30. Artemis 3 en 2026. Je mettrai pas ma main coupée par contre. Et pour finir cette vidéo, voici les secrets de la combinaison spatiale que porteront les astronautes pour aller sur la Lune. Il me semble que je vous avais montré et parlé de ces combinaisons lunaires de grises. Il me semble dans une vidéo que je vous en avais parlé. Et je vous avais montré une photo même. Mais je ne sais plus du tout sur quelle vidéo. Plus de 50 ans après la dernière mission lunaire Apollo, des astronautes s'apprêtent à y retourner dans un peu plus de 2 ans. Une mission qui requiert de nouveaux équipements. En septembre 2026, les astronautes de la NASA retourneront sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis 3, en se concentrant cette fois-ci sur le pôle sud où ils comptent étudier l'eau qui est présente sous forme de glace et qui pourrait être exploitée. Une nouvelle mission et un nouveau look. Les astronautes seront en effet dotés d'une nouvelle combinaison pour l'occasion. La NASA a récemment effectué des tests de terrain d'une semaine en Arizona afin de s'entraîner à des scénarios de sortie sur la Lune. Le désert de l'Arizona est un terrain d'entraînement pour l'exploration lunaire depuis la mission Apollo car il présente de nombreuses similitudes avec le terrain lunaire, notamment les cratères, les failles et les caractéristiques volcaniques. Les astronautes Kate Rubins et André Douglas ont donc pu revêtir pour la première fois ces combinaisons, baptisées Ax-Emu. Cette combinaison spatiale conçue par l'entreprise privée américaine Axiom Space, oui c'est vrai, n'est pour l'instant qu'un prototype, d'où l'intérêt de l'expérimenter en conditions réelles. Dotée d'articulations souples et dures à la fois, cette nouvelle combinaison spatiale a notamment été conçue pour offrir une meilleure flexibilité aux astronautes, explique Axiom Space. Si vous regardez les vidéos d'Apollo, vous verrez qu'ils ont du mal à ramasser des objets au sol et qu'ils n'ont pas beaucoup de mobilité. Détail dans une vidéo relayée par le Parisien Richard Rhodes, chargé des combinaisons spatiales à l'Agence spatiale américaine. Les combinaisons sont indispensables aux astronautes car j'ai dit n'importe quoi. Les combinaisons sont indispensables aux astronautes qu'elles protègent des températures extrêmes. À cause de son absence d'atmosphère, les températures de la Lune peuvent osciller entre 123 degrés Celsius et moins 248 degrés Celsius. Elles doivent par ailleurs être suffisamment résistantes pour résister à la pression et au vide, supporter et apporter les flux d'oxygène tout en restant hermétiques. Cet essai sur le terrain est le 5e de la série menée par l'équipe d'essai conjointe sur l'activité extravéhiculaire et la mobilité humaine de surface de la NASA. Il s'inscrit dans le prolongement des essais précédents réalisés par l'équipe et constitue la
simulation la plus fidèle à ce jour de la mission Artemis de marche sur la Lune. C'est tout. Ah, bon bah excusez-moi, on est un peu tombé à plat. C'est tout, l'article est terminé. D'accord. Bon. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo que j'ai aimé beaucoup, que j'ai beaucoup aimé tourner. N'oubliez pas la mission Polaris Down mercredi 4 septembre. Je vous dirai si ça change de jour, ce qui est peut-être probable parce que ça fait déjà une semaine que ça, ou 10 jours même, que ça switch de jour. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les lancements de fusées. Il y a une application qui permet de répertorier tous les lancements à venir et tous les lancements passés donc de fusées avec l'heure de décollage, le jour, le nom de la mission, le nom du lanceur, le lieu de lancement sur la planète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas tout ce qu'il faut savoir quoi, les plages horaires de lancement, ce qu'on appelle les fenêtres de tir. Et cette application s'appelle Next Space Flight. Next Space Flight, NSF. Et là vous allez voir tous les lancements qu'il y a à venir et vous pouvez mettre des petites notifications à témoin 1 heure, comme ça vous aurez une petite notification à témoin 10 minutes aussi. Et puis je crois qu'il y a des liens aussi à cliquer, des liens YouTube. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène sur YouTube avec un direct. Et donc c'est sur cette application que je me base toujours pour savoir s'il y a un lancement, quand, qu'est-ce que c'est, où, quand, comment, pourquoi, voilà. Donc n'hésitez pas à la télécharger, ils l'ont mise à jour il y a quelques mois, elle est très bien faite. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne rentrée, une bonne tout ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR. Et je vous souhaite tout le bonheur